Nous sommes rejoints en plateau par Franck-Stéphane Dedi, consultant international en stratégie, finance. Youssouf Karius, économiste financier. Docteur Fofana Mustafa, qui est économiste du développement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Ali. Alors, nous abordons maintenant ce sujet qui fait aussi l'actualité, ces mouvements à la tête des entreprises publiques. Plusieurs directeurs généraux ont été emportés par le vent de l'opération dite main propre. Et la saignée semble continuer. Le but de ce mouvement est d'assainir l'administration publique et favoriser l'essor du secteur privé. Avec nos spécialistes, nous essaierons de comprendre et identifier la responsabilité des acteurs dans une entreprise publique. Mais avant, je vous propose ce sujet de Pierre-Di Pomelin. À ce jour, au total, 4 directeurs généraux à la tête d'entreprises publiques en Côte d'Ivoire ont été suspendus à titre conservatoire. Ce sont Yapi Ange Désiré, directeur général de la NPSP, Nouvelle Pharmacie de la Santé publique, Ouattara Youssouf, directeur général de l'AGIDI, l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, Biledi Miléou, directeur général de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, et Lassine Diaby, directeur général du FER, Fonds d'entretien routier. Les enquêtes se poursuivent et des têtes pourraient encore tomber dans ce qui est convenu d'appeler opération main propre à travers le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Monsieur, déjà, comment vous avez accueilli ce vent de changement à la tête des entreprises publiques, Youssouf Karius? Écoutez, je pense que c'est dans l'esprit, on peut dire que c'est de bon augure d'avoir pour objectif de faire en sorte que la gouvernance soit quand même le maître mot quand il s'agit du bien commun. Je pense que c'est important. Maintenant, après, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça pour l'instant. On a parlé de décisions conservatoires. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de condamné, il n'y a pas de décision de justice. Donc effectivement, s'il y a des cas répréhensibles par la justice, il faut que les instances judiciaires se prononcent. Docteur Fofana? Oui, effectivement, je rejoins Youssouf. Il n'y a pas encore de condamnation, donc il faudrait qu'on puisse être prudent. On a affaire à des personnalités, des personnalités qui ont occupé de hautes fonctions. Donc il faudrait qu'on puisse faire beaucoup attention dans nos discussions. Attendre d'abord que les décisions de justice soient définitives avant qu'on ne puisse se prononcer. Donc il faudrait qu'on puisse attendre. Déjà, c'est vrai qu'il y a eu ils ont été administrativement démis, mais il faudrait que judiciairement, on puisse attendre d'abord que les autorités judiciaires puissent se prononcer pour qu'on puisse vraiment décider s'ils sont coupables ou pas. C'est cela. Franck-Stéphane Dedi, vous partagez leur point de vue? Bien entendu. Si tant est que cela procède de l'assainissement des entreprises publiques citées dans ces opérations dites main propre, pour qu'on sache exactement comment est utilisé l'argent du contribuable ivoirien, c'est de bon augure et c'est à saluer dans la forme. Et pour les éléments de fond, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la suite des différentes procédures que je pense que tous les Ivoiriens attendent de tous leurs vœux permettra d'apprécier mieux cette opération. D'accord. Félix? Je rejoins ce que mes prédécesseurs ont dit. Je pense que ces opérations donnent du contenu à certaines structures et institutions créées par l'État, notamment la Haute Autorité de la bonne gouvernance et puis maintenant le secrétariat d'État chargé également de la bonne gouvernance. Le ministère, autant pour moi, le ministère en charge de la bonne gouvernance, je crois que ça donne vraiment du contenu parce qu'il fut un moment où on avait la déclaration des biens par certaines autorités, mais par la suite, on n'a pas vu est-ce que cette déclaration de biens dans l'évolution des choses, est-ce que ces personnes se sont enrichies illicitement ou pas. Pour l'instant, comme on est dans une dimension conservatoire, on va voir ce qui va se passer. Et s'il y a lieu que des personnes ont détourné l'argent du contribuable ivoirien, il est clair qu'il faudra que les procédures pénales suivent. Oui, mais moi je note que la plupart des décisions que nous commentons, je crois, certes sur instigation du gouvernement, ont été prises par les conseils d'administration. C'est-à-dire que c'est les conseils d'administration qui prennent ces décisions dans le cadre de leurs prérogatives. Donc ils ont des pouvoirs. Je ne comprends pas pourquoi ces différents conseils d'administration, après, se muent dans le silence. Les seules communications qui ont été faites ont consisté à dire
nous avons changé. Et souvent même, ce n'est pas des communications. Ils ne font aucune communication. On apprend qu'ils ont suspendu un directeur général, on apprend qu'ils ont remplacé un directeur général. Pourtant, la question de la responsabilité des conseils d'administration est là, elle est posée. Quand ils ont le pouvoir de suspendre, ils ont le pouvoir de nommer, ils ont aussi des prérogatives de contrôle. Est-ce qu'on a droit à des explications de ces conseils d'administration, des conseillers chargés de nommer pour vérifier la gestion d'une entreprise? Je pense qu'on doit évoquer la question. Oui, docteur Fofana. Oui, effectivement, c'est vrai que les conseils d'administration, jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi, mais c'est aussi de bonne guerre. Pourquoi? Puisque l'affaire est actuellement entre les mains de la justice, il est préférable de se taire. Et Mais c'est vraiment eux qui ont les affaires ils ont pris des mesures, ils ont pris des mesures conservatoires. Ils ont pris les mesures conservatoires. Un conseil d'administration n'est pas un cabinet d'audit. Le conseil d'administration est composé d'administrateurs qui est chargé de veiller, qui se réunit périodiquement. Le conseil d'administration ne peut pas vérifier si le DG a remis 200 litres de carburant à telle ou telle personne. Le conseil d'administration se réunit périodiquement. On peut, pour imaginer un peu... Sur quoi se base donc le conseil d'administration pour suspendre un directeur général? Déjà, quand il est... déjà pour ils n'ont pas les imaginer... compétences d'auditer. Pour imager, le conseil d'administration, il est comme un papa qui est à Tengrela et son fils élève est à Abidjan. C'est en fonction de ce que l'élève va lui dire que lui, il pourra se prononcer. Si l'élève dit que non, vraiment, mes résultats sont bons, tout et tout, périodiquement, lui peut se déplacer pour venir à Abidjan vérifier. Mais c'est en fin même pour les notes, c'est après que lui pourra constater si réellement l'enfant est vraiment admis ou pas. Docteur. Donc c'est pour dire que les conseils d'administration, ils ne sont pas un cabinet d'audit. Les conseils d'administration sont composés d'administrateurs. On est bien d'accord là-dessus. Il peut pas être au four regarder vraiment de la gestion. Pourtant. On est justement. C'est pour ça qu'il y a d'autres. C'est pour ça qu'il y a recentrer le débat. C'est pour ça qu'il y a d'autres. Cela m'amène à vous poser une question. Quelles Oui. sont les compétences, quels sont les pouvoirs d'un conseil d'administration? Stéphane Dédy. De façon classique, le conseil d'administration dans une entreprise, qu'elle soit du domaine privé ou du domaine public, a au moins les prérogatives suivantes. Le premier élément, c'est tout ce qui concerne la stratégie et la planification de la vie de l'entreprise. Dans certains cas, le conseil d'administration participe au choix du directeur général de la société. Le troisième élément, et c'est là où je pense que je ne suis pas très à l'aise avec ce que mon voisin dit, c'est que le conseil d'administration a une mission de contrôle de l'action de la direction générale. Et ça, c'est très important. Et cela rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure, à savoir sur quoi se base le conseil d'administration pour suspendre un DG. Bien entendu, le conseil d'administration se base sur sa mission de contrôle et les diligences qu'il met en œuvre pour contrôler l'action du DG ou des personnes qui gèrent l'entreprise. Je veux rapidement renchérir sur le point que Alafé a souligné tout à l'heure. On a un véritable problème dans la mesure où l'opinion publique sait juste que des DG ont été suspendus, à titre conservatoire ou non pour certains, mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui leur est reproché, à tout le moins. Que la justice, que ce soit entre les mains de la justice pour certains ou non, l'opinion publique, si tant est qu'on est en train de parler de l'argent du contribuable lambda, l'opinion publique devrait être au moins informée sur les faits qui leur sont reprochés. C'est un reproche, ce n'est pas encore une condamnation. Bien sûr. Et donc ce vide informationnel donne lieu à toutes sortes de spéculations possibles qui aujourd'hui ne sont pas contrôlées ni contrôlables. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Je suis entièrement d'accord avec beaucoup de choses que monsieur a dites. Effectivement, sur le rôle du conseil d'administration, certes, ce n'est pas des auditeurs, mais ils ont accès au rapport d'audit. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça. Par contre, là où il faut faire la part des choses, c'est que le conseil d'administration, ce n'est pas une entité qui est censée gérer la communication de l'entreprise. Le conseil d'administration prend des décisions qui parfois même sont des décisions qui n'ont pas forcément intérêt à être exposées aux yeux du grand public. Il y a aussi le sceau du secret, parfois, qui est tenu quand vous êtes administrateur indépendant d'une société siégeant dans un conseil d'administration. Là où il faut faire la part des choses, c'est que, pour moi, si le grand public a besoin de communication et de clarification
sur ces affaires-là, il faut que ce soit une communication publique, pas du conseil d'administration, mais peut-être du gouvernement, par exemple. À ce moment-là, oui, là je vais rejoindre le fait qu'on a besoin peut-être de plus d'informations, mais où j'ai envie de modérer un petit peu, il y a des enquêtes en cours, comme l'a dit, il me semble, le Premier ministre. Il faut que ces enquêtes aboutissent pour ne pas qu'on commence à communiquer prématurément sur des cas qui, s'ils ne s'avèrent pas avérés, ce serait préjudiciable pour la plupart de ces gens qui sont exposés aujourd'hui. Absolument. Moi, j'ai un test, je ne sais pas s'il est actualisé et s'il est à jour. La loi du 4 septembre 1997, l'article 14, la société d'État, comme toute société, vous l'avez dit, est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Elle est administrée. Et article 23, la nomination aux fonctions de directeur général ainsi que la révocation de ces fonctions sont prononcées par le conseil d'administration. C'est clair que le directeur général, c'est un pouvoir délégué, on lui donne. Exactement. C'est la résolution du conseil d'administration qui lui permet d'accéder au compte bancaire, qui lui permet de diriger la société. Donc quand on te délègue, les vrais patrons de l'entreprise sont les administrateurs. Est-ce que c'est toujours perçu comme ça dans nos... Ça devrait être ainsi. Donc quand vous lui donnez mandat, même si vous n'êtes pas actionnaire, vous n'êtes pas propriétaire, vous représentez l'État. Non, il y a un droit de regard. Il y a un droit de regard. Bien sûr. On ne peut pas dire... Il faut vérifier tous les 3 mois. Vous vous réunissez une fois l'an. Il y a un bilan. Vous demandez. Et vous vérifiez les choses. Mais vous n'allez pas attendre qu'il y ait des alertes dans des journaux, sur les réseaux sociaux, pour découvrir qu'il y a des malversations. Et puis, à ce moment-là, suspendre un directeur général. Il y a un problème. Est-ce que ces administrateurs méritent d'administrer ces entreprises-là? Parce que si c'est des privés qui sont propriétaires de ces entreprises, est-ce qu'ils vont accepter qu'un directeur général recruté, payé par eux, fasse ces détournements ou présumés? C'est présumé pour l'instant. Bien On sûr. ne sait pas de quoi il s'agit. Bien sûr. Donc, on ne peut pas se lever un matin, suspendre des gens et puis penser qu'on n'a aucune responsabilité. Il y a un problème. Il faut revenir aux fondamentaux et dire aux membres des conseils d'administration, d'ailleurs, le président du conseil d'administration chez nous, ici, il représente le chef de l'État. C'est comme un préfet dans une ville. Le préfet représente le chef de l'État. Est-ce qu'on peut accepter qu'il se comporte mal? Un représentant du président de la République dans un conseil d'administration, un représentant de ministre ou d'actionnaires privés dans un conseil d'administration ne doit pas autoriser des désordres, des dérapages, une mauvaise gouvernance et puis découvrir ça sur le tas, sans donner des explications. Donc la responsabilité Oui, elle est de engagée. l'administration est Et d'ailleurs, les membres du conseil d'administration, lorsque les faits sont avérés, ils ne peuvent pas être exempts souvent de poursuites pénales. Hein. Bien sûr. Ça, il faut bien qu'on regarde les tests. Ils étaient en train de les parcourir. C'est cela. Félix Boni. Je veux rejoindre la position de la FEI parce que elle peut poser un peu une question aux experts en économie sur le plateau parce que je ne comprends pas aussi. Une société d'État, c'est une société qui est contrôlée, la gestion est contrôlée de façon presque permanente. On a la direction générale du portefeuille de l'État qui reçoit les rapports, je crois, chaque 3 mois. Et une société d'État ne peut passer 3 ans sans avoir été auditée selon les normes qu'on nous donne sur la société d'État. Quand on regarde les différents directeurs généraux qui sont là, il y en a qui sont là qui ont quand même plus de 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est maintenant que les conseils d'administration se réveillent subitement pour dire qu'il y a des malversations. Où sont passés les différents contrôles, j'allais dire, a posteriori ou a priori au niveau de la direction générale du portefeuille de l'État? Est-ce que les experts en économie peuvent nous expliquer le contrôle du conseil d'administration et le contrôle de la direction générale du portefeuille de l'État? Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a ce que la réglementation et la loi vous imposent en termes de gouvernance. Pour prendre un cas très simple pour vos auditeurs, quand vous êtes une SARL et quand vous êtes une SA, la loi ne vous impose pas le même niveau de gouvernance. C'est ce qui justifie que quand vous êtes une SA, vous avez une crédibilité vis-à-vis des banques, vis-à-vis des institutions, qui est plus grande. Parce que les sociétés d'État ont la forme de SA. Voilà, exactement. Voilà, et là où je vais vous rejoindre, pour moi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, la loi ne suffit pas dans vos règles de gestion. Et surtout, quand vous êtes à la tête de sociétés publiques,
vous gérez le bien commun. Et ça, je pense que culturellement, c'est quelque chose qu'on doit commencer à inculquer de plus en plus dans la tête des administrateurs de sociétés d'État, mais y compris aussi dans la tête des DG de sociétés d'État. Parce que quand vous êtes sur le bien commun, il ne faut pas se contenter des règles légales. Il faut aussi mettre en place tout un système décisionnel, par exemple, qui fait en sorte que vos actionnaires, donc l'État en l'occurrence, vos administrateurs, soient impliqués d'une manière ou d'une autre dans la gestion de la chose publique et de l'entreprise. Si vous vous contentez uniquement de produire les rapports d'audit, vous respectez les règles, mais ça n'empêche pas les fraudes. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, pour aller plus loin, il faut aller plus loin que la loi, surtout quand il s'agit de la chose publique, et imposer un certain niveau d'organisation. Et ça, c'est le rôle aussi du directeur général, de mettre en place une certaine organisation qui implique aussi son conseil d'administration dans la gestion quotidienne de l'entreprise et faire en sorte que son reporting soit fait peut-être plus périodiquement que ce que la loi lui oblige, pour se couvrir aussi. Parce que parfois, vous allez voir que dans ces personnes-là qui sont exposées, si ça se trouve, il y a des personnes qui sont juste les faire valoir. En réalité, si vous fouillez un petit peu dans les affaires, vous allez voir qu'il y a tout un réseau à l'intérieur. Donc pour le découvrir, vous savez, les fraudeurs en général ont toujours un cran d'avance par rapport à celui qui vient contrôler. Sinon, il n'y aurait pas de police, sinon il n'y aurait pas d'enquête. C'est normal, c'est la vie normale de la société. Donc quand vous êtes en position de décideur dans ce type d'environnement, il faut pouvoir anticiper. Et anticiper, la loi n'est pas capable d'anticiper sur les problèmes de fraude potentielle qu'il peut y avoir. C'est à vous, en tant que décideur, d'avoir le nez et l'oreille partout, d'avoir une organisation qui vous permet de contrôler au millimètre près toutes les décisions qui sont prises et engager dans ce processus-là votre conseil d'administration. Et quand vous le faites, on peut considérer que vous êtes un bon directeur général. Franck-Stéphane Dédy. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent, tant au niveau de la Direction générale du budget et du portefeuille de l'État, il y a un programme de certification des administrateurs qui existe, il y a même un prix d'excellence décerné aux différents directeurs d'administration de sociétés publiques et qui, paradoxalement, parmi les DG qui ont été suspendus ou virés, il y en a certains qui ont reçu des prix même en 2021. Donc, ça pose un problème structurel en termes de droit de regard de l'État sur la gouvernance ou sur la gestion, je dirais, de ces différentes sociétés. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un élément très important. Ça pose aussi le problème de la compétence réelle des personnes qui sont dans les conseils d'administration des sociétés d'État ou des sociétés publiques à participation publique majoritaire et tout. Donc, aujourd'hui, c'est une réflexion globale qu'il faut peut-être mener alors que la boîte de Pandore, elle est ouverte. Est-ce qu'on doit continuer dans le même schéma de nomination des uns et des autres pour siéger dans les conseils d'administration? On a souvent des personnalités qui sont très bonnes dans d'autres secteurs d'activité, qui ont un pédigré long comme mon bras dans ces secteurs d'activité-là, mais qui sont parachutés dans des conseils d'administration d'autres secteurs dans lesquels ils n'ont aucune expérience. Ils n'y verront que du feu dans la gestion des différents directeurs généraux. Parce qu'il a dit, tout à fait. les directeurs, le voleur, il a une marge d'avance sur celui qui doit le contrôler. Et si celui qui doit le contrôler n'a aucune compétence, aucune expérience dans le secteur concerné, il va sans dire que ce genre de cas qu'on a actuellement se multipliera. Docteur Fofana. Oui, donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le souci même au niveau même des sociétés d'État. Il faut préciser qu'en économie, il y a deux branches. Les classiques, les keynésiens. Pour les classiques, l'État même ne devait même pas intervenir. L'État ne devait pas intervenir. La théorie des choix publics qui a été développée par Arrow, Buchanan et autres ont montré que réellement, lorsque l'État intervient, parce que ce soit le politique ou le gérant d'une entreprise, c'est un individu, c'est un homo economicus qui essaie de maximiser son utilité. Et généralement, le politique, son utilité, c'est de maximiser sa capacité ou bien sa réélection future. Le gérant d'entreprise, lui, cherche à maximiser son pouvoir. Et donc, déjà, ça pose déjà un biais déjà. Avant même, théoriquement, il y a un biais. Donc, il y a les classiques, les néoclassiques qui sont contre même l'existence même de ces sociétés d'État. Maintenant, lorsqu'on crée ces sociétés d'État, comme c'est le cas,
on crée les sociétés d'État, mais mon débatteur l'a dit, il y a toujours un problème d'asymétrie d'information. C'est-à-dire quoi? L'État qui est le principal et l'agent qui est le gérant de l'entreprise, il peut avoir ce qu'on appelle l'aléa moral, il peut avoir ce qu'on appelle le risque adverse. C'est-à-dire que l'État peut ne pas pouvoir surveiller les actions de l'individu ou il peut ne pas pouvoir vérifier les caractéristiques de l'individu. Comme il a dit, si l'individu il est bien ou s'il n'est pas bon. On peut choisir par appel d'offres, mais il sera difficile que vraiment l'État... Donc les caractéristiques peuvent poser problème. Les actions aussi de l'individu, même s'il a été bon, peut aussi poser problème. Donc ces deux cas-là font que... C'est pour ça qu'il y a un superviseur. Le conseil d'administration n'est pas le seul superviseur. Le conseil d'administration n'est pas le seul superviseur. Il y a le commissaire aux comptes, il y a la tutelle aussi qui peut superviser. Donc, il y a les audits aussi, comme ce qui se fait actuellement. Il y a plusieurs superviseurs. Et tout ça ne peut pas empêcher un individu qui décide d'avoir un comportement déviant, d'avoir le comportement. Mais rien n'est dit que ces personnalités-là ont commis une action vraiment qui est hors la loi. Et pour terminer, j'aimerais, M. Alafé a parlé tout à l'heure de la loi de 1997. La dernière loi date de 2020, c'est la loi 626, 2020-626 du 14 août 2020. C'est la dernière loi sur les sociétés d'État. Alors moi, je me pose la question de savoir comment on arrive quand même à ces détournements quand on sait, par exemple, que dans les entreprises publiques, on a des contrôleurs financiers, on a des directeurs des affaires administratives et financières. Pour rejoindre un petit peu ce que disait le docteur, l'État, historiquement, on l'a vu, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, on l'a vu dans de nombreux pays, l'État a du mal à être aussi efficace et efficient que des sociétés privées. Pourquoi? Parce que l'administration n'est pas pensée pour faire du business. En réalité, quand vous avez une société privée, la différence avec une société publique, c'est dès lors qu'il y a déperdition de capital, ça se voit tout de suite, parce que ça agit tout de suite sur les performances de l'entreprise. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est les premiers indicateurs qu'on regarde. Donc, dès qu'il y a une déperdition de cash quelque part, il y a alerte dans l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas de l'entreprise publique parce que la plupart du temps, l'objectif principal de l'entreprise publique, c'est d'améliorer en quelque sorte les conditions de vie des populations. Donc, entre une société publique et une société privée, il n'y a pas les mêmes objectifs. Donc, il n'y a pas forcément le même engagement à lutter contre cette déperdition de cash qu'il peut y avoir de part et d'autre. Et c'est en ça que, quand vous regardez sur le papier, entre guillemets, en réalité, les sociétés publiques sont beaucoup plus contrôlées que les sociétés privées. Par contre, les cas de détournement, vous allez peut-être plus les avoir dans des sociétés publiques que des sociétés privées parce que les enjeux ne sont pas... Qu'est-ce qui explique justement ce contraste? Moi, je pense que c'est les objectifs. Pour moi qui suis entrepreneur, je ne peux pas comprendre qu'on dirige une entreprise, publique ou privée, sans avoir des objectifs qui sont directement affiliés à la performance pure. La performance pure, qu'on soit dans une société publique ou une société privée, devrait être en réalité le principal guide. Et dès lors qu'on sort de ce schéma-là, parce que, vous l'avez dit, les administrateurs, on s'est posé la question de la qualité des administrateurs, on le voit, c'est des nominations qui sont parfois politiques. Donc, le conseil d'administration, même par nature, parfois perd de son essence. Il est censé être le premier gardien, en réalité, de l'actionnaire qui est l'État. Il est censé agir sur le plan de la stratégie pour faire en sorte que l'entreprise devienne de plus en plus performante, et le directeur général aussi. Mais dès lors que ces objectifs-là sont détournés, forcément, on est ouvert à tout ce qu'on connaît aujourd'hui et qui peut se passer. Et c'est pour ça que les sociétés publiques sont, pour moi, plus fragiles sur ce point-là que les sociétés privées, parce qu'aujourd'hui encore, on n'a pas mis l'accent suffisamment sur la pertinence, la performance de ces entreprises-là sur leur marché. D'accord. Alors, avant de vous donner la parole à Alafé Ouakili, M. Marx nous appelle de Bingerville, il veut intervenir. M. Marx, bonsoir. Oui, bonsoir, Charlie. Quel est votre point de vue, monsieur? Je me dis, par rapport à ce que nous vivons avec les sociétés d'État, si c'était des appels d'offres, je crois qu'on aurait moins connu ce problème-là. Appel d'offres, comment? Vous faites allusion peut-être à un appel à la candidature, oui. Beaucoup. C'est cela. Parce qu'on se rend compte que tous ceux qui sont maintenant DG des sociétés d'État sont proches du parti au pouvoir. Donc c'est quand même un peu difficile pour le parti au pouvoir de pouvoir contrôler
pratiquement, c'est un griffe militant. Or, sous l'Ancien régime, par exemple, on a vu que tous ceux qui sont venus étaient pratiquement des personnes qui ne sont pas forcément proches du parti de l'ex-président M. Laurent Gbagbo. Donc, ils ont fait montre de leurs compétences. Là, vous nous ramenez à la politique, là. Mais je veux dire, en Côte d'Ivoire, qu'on le veut ou pas, tout a des relents politiques. C'est pas moi qui le dis, c'est le constat qu'on fait. Donc, quand ces personnes sont venues, elles ont fait montre de leurs compétences. On a vu monsieur, je me souviens, Niamey Konan, par exemple, qui va prendre du pouvoir pour M. Président Gbagbo, mais qui a fait un travail assez remarquable. Donc, je dis, si on fait appeler à la candidature, on aurait moins évité ces différents problèmes que nous vivons maintenant avec nos sociétés d'État. D'accord. On retiendra que vous êtes pour la promotion des appels à candidature. Effectivement, oui. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour éviter ces choses. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Franck-Stéphane Dédy. Oui, ça peut être une alternative intéressante. Et comme il a dit, sans rappeler des faits politiques, ça s'est déjà passé dans ce pays. Ça s'est bien passé pour certains et pour d'autres, non. Il faut parler des choses factuelles. Mais l'autre chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est que ça pose un problème de responsabilité. Fondamentalement, je ne suis pas contre le fait que le parti au pouvoir puisse nommer des gens qui lui sont proches à la tête des sociétés d'État. Par contre, là où je pense qu'on doit faire preuve d'une intransigeance sans pareil, c'est le critère de la compétence. Tout à fait. Voilà. Et là, il ne faudrait pas négocier cela. Donc, la personne peut être du parti au pouvoir, mais si la personne est compétente, elle mérite sa place, autant lui donner sa chance. Mais en même temps, il faut avoir des moyens de coercition et de contrôle qui permettent d'anticiper ce genre de déperdition, comme on les constate, et aussi de pouvoir les prévenir et aussi de pouvoir les sanctionner quand cela intervient. Je ne veux pas nous ramener dans le passé, mais on a une société comme le Conseil du café cacao, par exemple. Par le passé, il y a eu un audit, un peu plus de 300 milliards de francs CFA détournés. Détournés? Non. La suite donnée à cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce un détournement? Comment? Est-ce qu'il y a un détournement? Oui. Donc, la suite donnée à cette affaire, on a juste fait comme là maintenant, suspension, révocation de la direction générale, ce genre de choses. Après, il faut aller, moi je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et quelqu'un l'a dit, en judiciarisant ce genre de cas pour servir non seulement de modèle, mais en même temps anticiper ce genre de comportement à l'avenir. D'accord. À la fin? Oui, je ne sais pas si l'affaire des Safra Cacao au café cacao était un détournement, on en reparlera. Je veux aussi dire que les sociétés d'État sont régies, sauf exception aussi par l'OHADA, l'organisation, voilà, le traité des droits des affaires en Afrique. L'OHADA les régit. Donc, elles ne sont pas des sociétés à part, sauf exception, sauf stipulation expresse d'une loi par rapport à quelque chose de précis. Donc, ce sont des sociétés normales. Lorsque l'État décide de créer une société d'État, cette société souscrit aux obligations qui s'imposent à toutes les sociétés. Ce n'est pas parce qu'on est une société d'État qu'on va utiliser l'entreprise pour faire de la politique et s'affranchir des règles de bonne gouvernance. On ne crée pas une société d'État pour donner des emplois à des gens incompétents, pour remplir la société de recrutement népotiste, pour faire la politique comme il est dit. Ça ne se passe pas comme ça et on ne doit pas l'accepter. Moi, j'insiste, je reviens sur le rôle et la responsabilité des conseils d'administration, sur leurs compétences. Il faut regarder, il ne faut pas nommer les gens de façon désordonnée. Et même lorsqu'on fait un appel à candidature, la politique, de façon globale, on confie cela à un cabinet qui met des profils, le gouvernement décide, mais c'est le conseil d'administration encore qui prend les candidatures, qui les examine. Donc il faut que ce conseil soit outillé. Et lorsqu'il a nommé le DG, et que le DG commence à travailler, il faut qu'il regarde, il faut qu'il demande les relevés bancaires régulièrement et s'assure que... Parce qu'un DG même, c'est les décisions du conseil d'administration qu'il applique. Et avant d'engager l'entreprise dans des dépenses importantes, il vient solliciter l'avis du conseil d'administration. Il obtient l'accord. Si ce n'est pas accordé, il ne peut pas travailler. Donc le conseil d'administration
ne peut pas se soustraire à ses obligations. Et moi, j'insiste pour qu'on lance cet appel au conseil d'administration des entreprises publiques pour leur dire de ne pas considérer que comme ils ne sont pas intuitifs personnels, propriétaires, actionnaires, propriétaires, ils se disent c'est l'État, mais l'État c'est eux, l'État c'est nous, l'État c'est chacun, qu'ils considèrent que ces sociétés-là leur appartiennent. Ça leur appartient. Il ne faut pas qu'ils disent c'est pour l'État, je m'en fous. Et puis laisser le DG faire n'importe quoi. C'est l'appel que je voudrais lancer au conseil d'administration pour leur demander d'être vigilants. Il ne s'agit pas de gérer la société à la place des DG. Il faut laisser le DG travailler. Bien sûr, on a eu des conflits dans ce pays par le passé où des conseils d'administration, où des présidents de conseil d'administration se prenaient pour les DG, les vrais patrons. Il ne s'agit pas de ça. Il faut laisser le directeur général travailler, mais le contrôler dans la régularité et dans la transparence. Il faut être vigilant. Justement, la dernière question que je vous pose, parce qu'on est au terme de cette émission, où commence la compétence, le pouvoir d'une direction générale, où elle s'arrête, et où commence celle d'un conseil d'administration, où elle s'arrête? Ça dépend. Alors, ce que la loi vous impose, c'est d'avoir un conseil d'administration. On connaît le rôle juridique du conseil d'administration. Maintenant, d'une entreprise à l'autre, vous allez avoir des pouvoirs autour du directeur général qui vont être plus étendus que la normale. Dans une autre société, vous allez avoir un directeur général. C'est le conseil d'administration qui les détermine aussi. Effectivement. Voilà. Donc, c'est déterminé en conseil d'administration. Et le rôle du conseil d'administration, c'est de protéger les intérêts des actionnaires ou de l'actionnaire unique quand il s'agit de l'État. Ici, l'État. Et pour revenir à ce que vous disiez, je suis entièrement d'accord avec effectivement l'importance de responsabiliser et de ne pas fuir ses responsabilités quand on est administrateur de société publique, d'autant plus qu'on est payé pour ça. Parce que il y a ce qu'on appelle les jetons de présence qui rémunèrent ceux qui siègent au conseil d'administration et ils sont payés pour être plus vigilants que la normale. Donc, naturellement, quand vous êtes payé pour ça, il faut être vigilant quand il faut organiser les AG, quand il faut étudier les chiffres des auditeurs. Et l'administrateur a compétence à demander au directeur général des explications sur tout un tas de choses qui l'intéressent. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas apposer une signature en dessous d'un document pour dire qu'on a tenu un conseil d'administration sans avoir validé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc effectivement, s'il y a des cas de fraude, là où je vais vous rejoindre sur le plan de la responsabilité, c'est que le conseil d'administration peut être tenu pour responsable de la gestion de l'entreprise, parce que c'est pour ça qu'il a été réuni. Maintenant, sa responsabilité va être limitée si jamais il s'avère que la personne qui a été l'instigateur de la fraude a trompé son conseil d'administration. Parce qu'on ne peut pas non plus... je veux dire, ce sont des humains, on peut être trompé, mais s'il s'avère qu'il y a des liens avec le conseil d'administration, ça, les enquêtes pourront le démontrer, il faut que la sanction remonte. Et effectivement, il y a quelqu'un qui disait, mais il y a déjà eu des affaires en Côte d'Ivoire, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Moi, j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout de ce type d'affaires-là, pour que ça fasse office d'exemple, véritablement. D'accord. Très bien. Alors, M. Kouakou nous appelle de Bamako, rapidement. M. Kouakou. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, allez-y, hein, allez-y pour votre point de vue. Ouais. Ça va très bien, bon, je voudrais participer. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Bon, quel est votre point de vue? Comme l'a dit M. Karis, M. Karis tout à l'heure, par rapport à l'administration et le conseil d'administration. Le conseil d'administration est... Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Le conseil d'administration nomme le PDG de l'entreprise. C'est une entreprise publique, n'est-ce pas? Alors, on a des problèmes de liaison. Désolé, monsieur Kouakou, je suis obligé de mettre un terme à cette conversation en raison du manque de confort. Docteur Fofana, allez-y. Oui, donc d'abord, il y a votre auditeur tout à l'heure qui a parlé de nommer les DG par appel à candidature. C'est cela. Il faut dire que l'appel à candidature ne garantit pas forcément qu'on ait de bons DG. Maintenant, il faut aussi d'abord, primo saluer. Moi, je dis qu'il faut saluer déjà les initiatives, c'est-à-dire les autorités politiques qui ont pris l'initiative de faire des audits de mémoire. C'est vraiment la première fois que, de façon généralisée, des audits sont organisés comme ça. Donc déjà, il faudrait saluer. Comme je le disais tout tantôt, souvent le politique, il n'est pas enclin à organiser des audits comme ça,
Parce que souvent, ça met en mal aussi sa crédibilité. Bien sûr. Mais déjà, le fait que nos autorités politiques décident d'engager ces audits, déjà, c'est à saluer. C'est déjà un bon pas pour l'avenir. Maintenant, les contrôles doivent se faire ex-ante, ex-post et pendant au cours de la gestion de l'entreprise. Maintenant, je ne sais pas si on aura encore... Pour terminer, je voulais dire qu'un bon DG, il y a la formule qu'on appelle E égale à MC au carré. Un bon DG, pour qu'il puisse être efficace, il faudrait qu'il y ait d'abord la motivation. Il faudrait qu'il soit motivé. Ensuite, il faudrait qu'il soit compétent au carré. Donc, il faudrait que ces deux éléments-là puissent être mis ensemble pour que le DG puisse être efficace. Merci pour la petite formule physique. Allez-y. Alors, j'aime bien les propos de mon voisin, mais je ne suis pas adepte du culte de la médiocrité. Pour moi, je ne saurais saluer les actions normalement admises d'une entité. Que ce ne soit pas l'habitude, cela ne doit pas être vu comme quelque chose d'inédit. C'est dans l'ordre normal des choses, du fonctionnement des administrations publiques, de contrôler l'action de ceux qu'ils nomment à la tête des sociétés publiques. Rien qu'à partir du fait qu'il s'agit de l'argent du contribuable lambda. Et ça, il ne faut pas transiger là-dessus. C'est le premier élément. Malheureusement, on est resté un peu très focus sur les conseils d'administration. Pourtant, il existe d'autres entités dans l'administration publique et même dans le domaine du politique qui sont aussi chargées du contrôle de l'action des directeurs généraux des administrations publiques, comme par exemple les commissions parlementaires sectorielles. Jusqu'à aujourd'hui, sauf si je me trompe, depuis que ces affaires d'opération main propre ont commencé, je n'ai pas souvenir du fait qu'une commission parlementaire sectorielle ait convoqué des différentes administrations publiques pour venir s'expliquer sur cela. Ça relève encore une fois le problème de la compétence. Parce que sans doute que plusieurs de nos députés n'y voient que du feu. Donc pourquoi aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas? L'autre chose, on a l'inspection générale de l'État, voilà, qui a aussi compétence à mener des investigations pour prévenir tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, et je le disais tout à l'heure, c'est peut-être un problème structurel qu'il faut approcher de la façon la plus holistique possible. Dans la mesure où si tous ces dispositifs-là, les personnes concernées aujourd'hui sont passées à travers tous ces dispositifs pour qu'on arrive à cette situation, c'est que cela relève sans doute un problème plus important et plus grave. D'accord. Félix? Je suis d'accord avec mon voisin qu'on puisse aborder la question de façon plus holistique, mais je souscris surtout au développement de la fait qui fait focus sur le conseil d'administration parce que la nomination dans ces structures, parfois, quand les gens ne sont pas assez compétents dans ces structures, ça crée facilement, ça donne lieu à ce qu'on assiste actuellement parce que les premiers contrôleurs de ces entreprises, ce sont eux. C'est eux les premiers contrôleurs de ces entreprises. Et aujourd'hui également, je suis d'accord également avec son voisin qui dit tantôt qu'il faut féliciter parce qu'il fallait au moins que ça arrive une fois. Parce que quoi qu'on dise, à la tête de ces structures, il y en a qui ont été suspendus, qui sont également des élus politiques. Le pouvoir politique là aurait pu se dire, bon, je n'engage pas ces actions et malheureusement, heureusement, le pouvoir a engagé ces actions. Depuis des années, on n'a pas vu ce genre d'action d'audit avec des personnalités épinglées et il y a le mérite de saluer déjà ce qui est en train de se faire. Mais il faut effectivement épingler les conseils d'administration qui constituent un véritable problème ici en Côte d'Ivoire dans le contrôle des sociétés d'État. Ils sont les premiers concernés. Toutefois, il n'est pas exclu d'aborder la question de façon holistique en intégrant l'inspectorat général d'État et toutes les autres structures, y compris même la direction générale du portefeuille de l'État qui est effectivement a la mission également de faire des contrôles de façon permanente, ne pas dire régulière. Comment les gens peuvent passer outre les mailles, je crois que les acteurs, au fur et à mesure, quand les enquêtes vont révéler les responsabilités, on verra un peu qui sont les responsables. Et pour une fois, pour les gens il faut qu'on aille jusqu'au bout et qu'on puisse corriger ces dysfonctionnements. Très bien. À la fin, Wakili? Non, je pense que le message est passé. Il s'agissait d'interpeller et nous souhaitons une amélioration de la gouvernance des entreprises publiques
et peut-être on a été fort à l'égard des conseils d'administration, mais qu'ils comprennent que c'est pour aider à renforcer la bonne gestion des ressources de l'ensemble, de tout le monde. Parce que c'est pour eux. Bien sûr. Donc quand ils laissent mal gérer, c'est leur propre argent qu'ils laissent voler, en s'en soupçonnant qu'ils ne le volent pas eux-mêmes, ni pour eux. Ils laissent quelqu'un voler, les appauvrir, nous appauvrir, ce n'est pas juste. On est bien d'accord à la fin, Wakili. Félix Boni, merci d'être venu. Juste 30 secondes. La formule de docteur, je ne suis pas trop d'accord. M et C au carré. La motivation, justement, c'est en cherchant ces motivations que les personnes s'en vont mettre les mains dans les caisses de l'État. Félix Boni, vous n'avez pas dans un duel de formules physiques. Non, ça vous dit que l'homme réagit aux incitations. L'homme réagit aux incitations. Ça, c'est la théorie du salaire d'efficience. D'accord. Ils sont assez motivés par leur salaire, un niveau de salaire. Oui. Alors, monsieur, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'être venu faire le débat avec nous ce soir. Lafay Wakili, Youssouf Karius, Dr Fofana, Franck Stéphane Dedi, Félix Boni. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.